En haut, vous avez les chirurgiens, ensuite vous avez les médecins et ensuite vous avez les apothicaires. Ça, c'est la théorie. En réalité, d'abord, vous avez des médecins qui vendent des produits, vous avez des apothicaires qui font de la médecine, etc. Il n'y a pas de frontière claire. Et autour de ces trois corps, vous avez tout un tas d'acteurs multiples, variés, plus ou moins homogènes, plus ou moins organisés, allant du guérisseur à la sage-femme en passant par les herboristes. Et les herboristes au XVIIIe siècle, c'est un groupe multiple. Il y a des herboristes. Vous avez des gens qui sont dans des boutiques, vous avez des gens qui sont des ambulants, vous avez des gens qui sont des vendeurs de rue, vous avez des gens qui font ça à l'année, donc c'est le cœur de métier en quelque sorte, et puis vous avez des gens qui ne font ça que comme appoint, des femmes, des enfants qui vont cueillir et vendre après comme appoint. Sauf que au XVIIIe siècle, il y a un groupe d'herboristes qui commence à faire parler de lui. Et ce groupe d'herboristes, donc ce sont des herboristes qui sont dans des boutiques et qui se réclament d'un savoir botanique. Et vous imaginez bien que l'arrivée de ce groupe d'herboristes installés en dur ne plaît pas beaucoup aux apothicaires. Et les apothicaires commencent à dire, nous, on veut contrôler ces herboristes-là. Et les herboristes ne laissent pas faire. Et à partir de 1752, ils vont adresser, parlant au nom des herboristes de Paris, ils vont adresser une demande à la faculté de médecine de Paris. Alors, c'est assez logique, hein. Vous allez à la poste, vous avez perdu votre colis, vous tombez devant un gars au comptoir, et là, vous vous énervez, vous tapez du poing sur la table, et vous dites « amenez-moi votre chef ». Non, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les médecins étant supposés être les supérieurs hiérarchiques. C'était donc pas bête. C'était pas bête en plus parce que les médecins et les apothicaires, je vous l'ai dit, ils empiètent sur le domaine les uns des autres, etc. Ils étaient un peu tendus, on va dire, ils avaient des relations très tendues. Donc ils ont joué sur les concurrences entre ces deux métiers en disant l'ennemi de mon ennemi, en quelque sorte, c'est mon ami. Donc je vais aller voir les médecins pour me défendre des apothicaires. Et ils disent, bon écoutez, alors nous on est prêts à passer l'examen. On est prêts à prouver qu'on sait ce qu'on fait, qu'on connaît les plantes, mais si on réussit cet examen, alors on veut avoir le droit de se dire herboriste approuvé par la faculté de médecine, et on veut que ce soit vous qui nommiez ceux qui inspectent nos herboristeries. Clairement, leur idée c'est défendez-nous des apothicaires. Dans un premier temps, pas grand-chose. Et puis, peu à peu, il s'avère que les apothicaires font pression, et notamment en 1767, le roi ordonne que les gardes apothicaires inspectent les herboristeries. Et alors là, ça ne plaît pas du tout, notamment au doyen de la faculté de médecine qui commence à écrire en disant « mais c'est n'importe quoi, s'il y a quelqu'un qui peut inspecter les herboristeries, c'est nous les médecins et ce n'est pas les apothicaires ». Et c'est probablement l'un des éléments déclencheurs qui a fait que les médecins ont commencé à se dire bon, on va commencer à écouter les herboristes. Et en 1778, enfin, ils accèdent à la demande des herboristes. Et il y a un premier herboriste que vous connaissez sûrement, Edmé Gillot. Donc on dit souvent c'est le premier herboriste diplômé. Vous voyez, c'est pas ça exactement, puisqu'il n'y a pas encore de diplôme. On est en 1778. Mais il y a un premier herboriste donc, qui passe un examen. Alors c'est un examen complet, hein, inspection de la boutique. Et ensuite, on lui présente des parties de plantes fraîches ou sèches, il doit les reconnaître, il doit savoir d'où on les récupère, comment on les utilise, etc., etc. On est un 24 janvier. Je vous laisse imaginer l'état des parties des plantes fraîches. Et les médecins eux-mêmes reconnaissent que franchement, c'est en très mauvais état. Et Edmé Gillot s'en sort magnifiquement bien. Hein. Il est, visiblement, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Hein. Dans le compte-rendu, on apprend que, vous savez, en fait, au XVIIIe siècle à Paris, le gros problème, c'était l'humidité. Et donc, les caves étaient complètement humides. Et donc, lui, il avait mis en place des systèmes de bacs de sable avec des sortes de grillages pour, en fait, servir d'absorbeur d'humidité avant l'heure. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment investi. Il avait une grande connaissance, il suivait les cours du Jardin du Roi, les cours de botanique de manière régulière. Il fournissait un médecin pour les plantes, pour les cours de reconnaissance de plantes, etc. etc. Donc visiblement assez exceptionnel, et il réussit brillamment l'examen. Alors il n'est pas le seul, il y en a un deuxième qui la même année a fait le même examen, il a réussi lui aussi, sauf que le pauvre, on n'a jamais
retrouver le compte-rendu de son examen et que du coup il est complètement passé à la trappe de l'histoire. C'est le sieur Louis. Ils étaient donc 2. Et à la suite de ça, les herboristes de Paris se disent c'est génial, c'est exactement ce qu'on veut. Nous aussi, on veut cet examen. Donc ils écrivent, et là, la faculté, rien, répond plus. Il faut dire qu'on est à la fin du XVIIIe siècle, vous imaginez le contexte national, c'est un petit peu compliqué. Il y a la Révolution, et puis en 1791, il y a la suppression des corporations de métiers. Alors là, déjà, vous avez compris, le système de santé en France au XVIIIe, c'était légèrement bordélique. Après la suppression des corporations, c'est du n'importe quoi. Alors vraiment du n'importe quoi. Après 91, si vous voulez être médecin, vous ne payez patente, vous vous installez comme médecin et que vous ayez fait des formations ou pas dans médecine, n'importe peu. Je vous laisse imaginer la situation. Et Napoléon Bonaparte, qui est alors premier consul, se dit « Oh là 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 là, il faut remettre tout ça en ordre ». Et c'est dans cet objectif-là que paraît la loi du 21 Germinal en 11, loi du 11 avril 1803, loi qui porte sur la pharmacie, qui est une très très grande loi de la pharmacie. Alors au sens propre, elle fait quand même 4 titres et 38 articles, et au sens figuré parce qu'elle interdit le remède secret, elle met en place les droits et devoirs des pharmaciens, elle rappelle le monopole pharmaceutique, elle crée l'enseignement en pharmacie, etc., etc. Et dans cette très grande loi, ça marche pas. Si. Dans cette très grande loi, il y a un article. L'article 37 du titre 4, qui apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe. Et qui dit, en substance, désormais, pour pouvoir être herboriste, c'est-à-dire pour pouvoir vendre des plantes médicinales indigènes fraîches ou sèches, il faudra passer un examen dans une école de pharmacie ou devant un jury de médecine qui prouve qu'on connaît exactement les plantes. Et une fois qu'on aura cet examen, on a donc un certificat, on doit s'installer dans une boutique et on doit faire enregistrer ce certificat à la préfecture. Vous allez me dire, bah fantastique, c'est la reconnaissance de l'herboristerie. Les herboristes voulaient un examen, ils l'ont. Sauf que si on regarde de plus près cet examen, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Premièrement, vous avez noté qui fait passer l'examen? Jury, les écoles de pharmacie ou devant un jury de médecine. Alors les pauvres herboristes qui voulaient précisément évacuer les apothicaires se retrouvent sous la coupe des pharmaciens. C'est quand même assez paradoxal. Et d'ailleurs, les pharmaciens ont un rôle particulier dans l'inspection des herboristeries, puisqu'à Paris, ce sont toujours des inspecteurs pharmaciens qui contrôleront les herboristeries, et en province, même si un pharmacien herboriste détecte de l'exercice illégal, alors il a le droit d'inspecter une herboristerie. Donc il y aura toujours une prépondérance des pharmaciens. Concrètement, pour l'ensemble de la période, en fait, les examens se passent essentiellement dans les écoles supérieures de pharmacie et les facultés mixtes de pharmacie et de médecine. Mais c'est quand même assez aberrant, c'est-à-dire que c'est le concurrent qui décide qui a le droit ou pas le droit d'être herboriste. C'est un peu comme si moi qui suis ethnologue, enfin c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est comme je suis ethnologue, je fais ma thèse d'ethnologie et imaginons dans le jury il n'y a que des sociologues qui décident si oui ou non je suis une bonne ethnologue. C'est-à-dire que les herboristes ne seront jamais évalués par leur père. Déjà ça c'est bizarre. Deuxième chose, il s'agit d'un certificat qui est donné à la suite d'un examen. Ce n'est pas un diplôme à la suite d'études. D'accord ? Il n'y a qu'un examen. Il n'y a pas d'enseignement prévu par l'État pour les herboristes. Ils font comme ils veulent, l'important c'est juste qu'ils réussissent l'examen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'enseignement en herboristerie, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de savoir. Ça veut dire que ce savoir n'était pas un savoir de type universitaire. Il n'y avait pas d'encadrement de l'enseignement de l'herboristerie. Et si on regarde l'examen lui-même, on s'aperçoit que c'est encore plus bizarre, toute la partie thérapeutique est complètement oblitérée. C'est-à-dire que l'examen porte, alors tous les témoignages que j'ai pu recueillir vont dans le même sens, c'est la reconnaissance d'une cinquantaine de plantes fraîches et d'une cinquantaine de plantes sèches. Quand je dis reconnaissance, c'est nommé avec le nom latin. Et ensuite, les candidats devaient répondre à des questions variables qui étaient des questions de botanique. Aucune question sur les propriétés médicinales des plantes, aucune question sur les modes de préparation, les mélanges, etc., etc. Tout l'aspect médicinal, tout l'aspect thérapeutique n'est pas abordé dans l'examen.
Encore une fois, ça ne veut pas dire que les herboristes n'avaient pas ce savoir-là, hein, parce que eux, visiblement, ils soignaient avec les plantes. Hein, il n'y a pas photo. Ça veut dire que ce savoir n'était pas de type universitaire ou contrôlé par l'université. Et enfin, en fait, bon, du coup, juste cet examen, en fait, si vous prenez un peu de recul, c'est assez logique. Hein. Je me rappelle, ce sont des pharmaciens qui organisent l'examen. On voit assez facilement des pharmaciens se dire « Bon, bah, j'ai pas envie que des herboristes viennent empiéter sur mes plates-bandes et m'assurer qu'ils ont bien les connaissances médicinales pour le faire. » Donc, ils ont gommé cet aspect-là de l'examen. Et la troisième chose, c'est que la loi donc, dit que l'herboriste a le droit de vendre des plantes médicinales. Bien, sauf que quelques articles plus tôt, la même loi dit que seul le pharmacien a le droit de vendre sous forme de médicaments. Or, si une plante est médicinale, vous êtes d'accord avec moi que c'est qu'elle soigne, non? Bon, alors, si elle soigne, c'est un médicament. Le problème, c'est que la loi ne définit pas. Alors, on a deux choix. Soit on part du principe que la loi de Germinal sous-entend que l'herboriste a le droit à une certaine forme de médicament, soit on part du principe que la loi de Germinal sous-entend que le médicament, c'est à partir du moment où il y a mélange des plantes, transformation des plantes, on ne sait pas. La loi ne précise pas clairement ce que les herboristes ont le droit de faire ou ne pas faire avec leurs plantes. Est-ce qu'ils peuvent les préparer, est-ce qu'ils peuvent les mélanger, etc. Et ça va être le principal angle d'attaque juridique contre le certificat. Voilà donc l'un des tout premiers certificats qui a été délivré, qui date donc de 1804, certificat d'herboriste de l'école de Paris. Et donc ça, c'est l'arrêté du 25 Thermidor en 11 qui explique un petit peu plus sur quoi porte l'examen. Et vous voyez, c'est extrêmement flou. Cet examen a pour objet la connaissance des plantes médicinales et les précautions nécessaires pour leur dessiccation et leur conservation. C'est la seule chose que la loi dit sur l'examen. Alors que si vous regardez l'examen des pharmaciens, c'est détaillé. Il y a vraiment le type d'exercice, etc., etc. Là, il y a très peu de choses sur la loi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, malgré, ou peut-être parce que la loi était floue, ce métier a attiré une population énorme. Alors, à Paris, strictement Paris intramuros, 1805, 204 herboristeries. 1860, 571. Et pour vous donner une idée, on a jusqu'à 245 passages d'examen en une année, au maximum, là, en 1935. C'est énorme. C'est absolument énorme. Il y a énormément de gens qui se sont intéressés à l'herboristerie. Et la question est, mais alors, ils sont qui? Qui sont ces gens qui s'intéressent à l'herboristerie? Première chose, ce sont des gens qui sont issus de milieux modestes. Quand on analyse les archives de l'École supérieure de pharmacie de Paris, ce sont essentiellement des enfants d'ouvriers, des enfants de petits commerçants et des enfants d'artisans. Ce ne sont pas les pauvres, hein. C'est juste au-dessus, ce sont des gens modestes. Ce sont des gens qui ne savent pas toujours lire et écrire. Alors vous voyez par exemple Bédel qui ne sait pas très bien, Blondel qui sait visiblement qui n'a pas l'habitude de tenir une plume, mais ici pour, là ça va pas assez loin, mais pour l'orgerie, qui signifie que l'orgerie n'a pas pu signer, quelqu'un a signé à sa place, pour Rumian, quelqu'un a signé à sa place. Donc un certain nombre d'entre eux ne savent ni lire ni écrire, mais l'examen était oral jusqu'en 1939 à Paris, et il y avait 2 classes d'herboristes. Et les herboristes de seconde classe ne passaient que l'examen. Donc pas besoin de savoir lire et écrire forcément. Les herboristes de première classe passaient d'abord un examen préparatoire qui s'assure qu'ils savaient lire, écrire et compter. Donc eux savaient. Ce sont donc des gens qui s'installent aussi dans les milieux les plus populaires. À Paris, c'est la Couronne, c'est les Portes, et c'est le quartier du Marais, qui est un grand quartier à herboristerie. Deuxième caractéristique, ce sont des femmes, énormément des femmes. Au début du 19e, bon, il y a un peu plus d'hommes, vous voyez, au début il y a un petit peu plus d'hommes que de femmes, à la seconde moitié du 19e siècle, ça y est, c'est parti, ce sont que des femmes. Le fait que ce soit des femmes fait que ça va devenir un métier de femme, avec tous les guillemets qu'il faut. Donc un métier de femme au 19e, c'est un métier qu'on exerce d'abord de manière sporadique. Une femme n'est pas supposée travailler toute sa vie, elle est supposée travailler avant de se marier. Quand elle se marie, si vraiment elle a besoin pour aider son mari,
elle doit s'arrêter avec son enfant et elle travaille après quand elle est veuve. Alors ça c'est officiel, hein. En réalité elle travaille tout le temps, mais voilà, ce sont des représentations autour du métier des femmes. Deuxième chose, ça veut dire que c'est un métier qu'on exerce chez soi. Alors, les boutiques d'herboristerie au 19e, c'est pas du tout l'image que vous vous faites de la grande boutique, les grandes baies vitrées, les grands bocaux, tout ça. Ça, c'est le 20e. Le 19e, ce sont des rez-de-chaussée de maison. C'est des lieux de vie. On dort, on mange, quand on est pauvre, on vit. Alors, il y a la femme, il y a tous ses enfants qui courent à droite à gauche dans l'herboristerie. Et quand on est un peu plus riche, on a l'appartement juste au-dessus. Mais ce sont des lieux qui sont très sombres, ce sont des lieux qui sont très humides. Vous imaginez les faubourgs parisiens. En plus, il y a l'eau qui part, enfin les égouts qui débordent régulièrement. C'est assez... Et donc, c'est des lieux où on vend absolument de tout. Donc là, vous avez, effectivement, je reviendrai dessus, mais voilà, ici. Vous voyez ici, Durfort, qui vend de l'herboristerie, des douches, des biberons, des bandages, des bavaris, etc., etc. On vend de tout dans une herboristerie, contrairement à une pharmacie. Ce n'est pas forcément un lieu qui est dédié à la santé. On peut trouver de l'épicerie, on peut trouver des fils à coudre, on peut trouver de tout. C'est un lieu du quotidien. Et par ailleurs, les herboristes, comme ils ont des petits problèmes avec l'humidité, etc., ils ont pris l'habitude, notamment à Paris, de suspendre les plantes par bouquets sur des fils qu'ils mettent devant leur boutique. Et vous avez des rues, comme ça, la rue des Lombards, par exemple, qui sont des rues à herboristerie. Vous voyez tout de suite que ce sont des herboristeries parce qu'il y a des gros sachets devant les portes et parce qu'il y a ces guirlandes de plantes qui sentent très très fort, qui sont très colorées et qui marquent la boutique. Par ailleurs, oh là, ça va, vous m'entendez là? Donc par ailleurs, donc je vous l'ai dit, ce sont des femmes. Et comme, je crois que c'est Monsieur de Bonneval, Patrice de Bonneval, qui disait qu'on a du mal à vivre de l'herboristerie, n'est-ce pas, de la seule vente des plantes. Oui, c'était le cas au 19e aussi. Et beaucoup de ces femmes associent le métier de sage-femme avec le métier d'herboriste. Effectivement, on a dans notre pharmacopée une connaissance des plantes des femmes qui est absolument exceptionnelle, qui est incroyable. Et donc là, par exemple, Madame Bertin, herboriste et sage-femme à Paris. Alors vous imaginez tout de suite, je vous rappelle le truc. Des gens d'origine populaire, dont le savoir n'est pas un savoir universel, qui sont des femmes et qui sont en plus des sages-femmes, ça n'allait pas laisser les gens indifférents. Et dans la littérature populaire, dans les chansons, etc., vous avez vraiment le développement d'une image de l'herboriste qui est ambivalente. D'un côté, vous avez l'image de ce que j'ai appelé l'herboriste guérisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui, précisément parce qu'il n'a pas le savoir du médecin, est utile quand le médecin ne peut pas aider. En fait, l'herboriste, ce n'est pas le pharmacien du pauvre, c'est le médecin du pauvre. C'est-à-dire, on va vers lui en premier lieu quand on est issu d'un milieu modeste et qu'on ne peut pas aller chez le médecin, mais on va aussi vers lui quand on est issu d'un milieu plus élevé et que le médecin n'arrive pas à vous soigner, pour précisément trouver une médecine qui n'est pas celle des médecins. Donc ça, il y a tout ce côté-là, et il y a un deuxième côté de l'herboristerie, le côté sombre, où on le dit empoisonneur et on le dit avorteur. Évidemment, donc effectivement, le 19e combat beaucoup l'avortement, et les herboristes, qui en plus sont des femmes et des sages-femmes, sont mis au premier rang des accusés en avortement. Et vous avez des histoires qui défraient les chroniques, mais qui sont épouvantables, dans les faits divers des journaux, vous avez eu deux grands procès, Joy de Marseille et Moreau, l'herboriste de Saint-Denis, tous deux étaient accusés d'empoisonner. Et dans les faits divers, vous trouvez par exemple Désirée, une seconde moitié du 19e, herboriste et sage-femme, qui aurait fait avorter une jeune fille enceinte de son père, parce que pendant qu'on y est, on rajoute l'inceste à tout ça, et elle se serait débarrassée du bébé, en fait, en le brûlant dans le feu. Une autre, elle aurait découpé en morceaux une femme morte à la suite d'un avortement raté, puis ensuite aurait dispersé les morceaux de corps dans tout Paris, avec l'aide d'un cocher. Vous avez plein d'histoires comme ça. Et cette ambivalence de l'herboriste qui fait sa force au 19e siècle finit par faire sa faiblesse à la fin du 19e. Parce qu'il y a de plus en plus d'herboristes et il y a de plus en plus de pharmaciens en même temps. Là, sur cette carte, sont représentés en rouge, on va dire, les pharmaciens, et en bleu, les herboristes. Vous voyez très bien le 8e, qui est surtout le Marais.
avec un gros quartier herboriste, et puis le centre, le Palais Royal, beaucoup plus chic, qui est un gros quartier à pharmaciens. Mais dès la seconde moitié du 19e, vous commencez à trouver autant d'herboristes que de pharmaciens dans les différents quartiers parisiens. Et les pharmaciens sont alors en crise parce qu'ils n'ont pas assez de débouchés. C'est un métier qui attire de plus en plus, mais qui a de moins en moins de débouchés. Et ils vont s'attaquer aux herboristes. Et donc là, vous avez, en 1879, déjà en 1879, la première proposition de loi pour supprimer le certificat. Proposition qui est soutenue par l'Association Générale des Pharmaciens de France, qui est née l'année d'avant. Et à partir de là, les herboristes vont se défendre. Mais alors défendre bec et ongle, parce que la question n'est pas de savoir pourquoi ils ont été supprimés en 1941, la question est de savoir comment ils ont résisté entre 1979 et 1941. Et la réponse, c'est qu'ils se sont syndiqués. Donc ils ont créé 13 syndicats régionaux, chapeautés par une Fédération nationale des herboristes de France et des colonies, et ils ont fait un véritable lobbying, en fait. Donc chaque année, chaque syndicat a sa revue et multiplie les publications. Chaque syndicat a sa fête, sa propre fête, où ils invitent des personnalités politiques. Ils ont comme ça une liste des herboristes qui les soutiennent, enfin des personnalités politiques qui soutiennent les herboristes. Et la fédération organise annuellement, mais très tôt, dès les années 1920 à peu près, organise un congrès, qui est un lieu de rassemblement des herboristes, parce qu'il faut les rassembler, tous ces gens-là qui pratiquent plein d'herboristerie dans tous les sens. Il faut donner une identité à ces herboristes, il faut les soutenir. Donc il y a un congrès, et ça marche. Et ça marche drôlement bien. Et ils ont comme ça des députés, typiquement députés souliers, mais vous avez le ministre Jean Say, qui est aussi un grand ami des herboristes, qui va les aider à tenir, et ils vont se mettre à transformer l'image de l'herboristerie. C'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître les blouses blanches, qu'on va voir apparaître les bocaux bien rangés, qu'on va voir apparaître toute cette herboristerie-là, parce que 20e siècle, c'est l'essor de l'industrie pharmaceutique. On aime le moderne, on renie l'amateur, et on veut être scientifique. Et ils vont chercher à transformer leur image. Mais ils vont aussi chercher à se donner des clés d'identité. Ils ont un hymne qui s'appelle Herbaria. Ils ont une devise. Alors, la devise de la fédération que je retrouve. Tout ce qui est végétal, naturel, médicinal est herboristique. Comme vous voulez, mais voilà, c'est la devise des herboristes. Et ils vont créer l'ENH, l'École nationale d'herboristerie. Vous avez compris, contrairement à ce que son nom indique, l'ENH n'a rien de national, c'est une école privée, une école syndicale. Mais vous voyez typiquement donc, des femmes, encore une fois, les blouses blanches, les petits pots, etc. Tout est fait pour rappeler la science, vraiment. Et voilà un dessin humoristique qui se moque en fait un peu de cette évolution. Donc vous avez en haut l'herboriste dans sa petite boutique, machin, et puis en bas, vous avez l'herboriste moderne, dans un beau bâtiment avec des jeunes femmes qui servent dans des petits paquets, où tout est bien propre, etc. etc. Voilà donc un exemple d'une herboristerie du début 20e, où vous avez cette apparition des grandes vitres. Mais le petit problème aussi qui se pose derrière, c'est que en fait, les herboristes vont s'intéresser aux spécialités. Vous savez, 20e, on vend beaucoup les spécialités. Il y a une grosse publicité. C'est le développement de la publicité sur les nouveaux médicaments, qu'on appelle beaucoup des spécialités. Et donc, c'est des produits déjà fabriqués, associés à un nom de marque. Et les herboristes vont en fait se mettre aussi dans ce jeu-là, le jeu des spécialités, alors que les pharmaciens y sont déjà. Et de plus en plus, vous allez avoir en fait dans les herboristeries des produits équivalents, voire les mêmes que dans les pharmacies. Ici, vous avez une publicité donc, que j'ai trouvée dans un journal syndicaliste herboristique, donc, qui sont pour des pastilles qui sont vendues dans les pharmacies, dans les herboristeries, les arts et les sciences. Ça va donner beau jeu en fait aux pharmaciens qui vont dire mais regardez, vous nous copiez. Si vous nous copiez, pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous? Et ça va faire que, en fait, alors déjà il y a ça.
Le deuxième problème, c'est que les herboristes vont commencer à se friter entre eux. Vous avez deux grandes figures de l'herboristerie au XXe, Lowers, Lemel. Lemel, c'est le secrétaire général de la Fédération nationale des herboristes de France et des colonies. Lowers, c'est le directeur du syndicat du Nord, qui est l'un des plus gros syndicats herboristiques, sauf qu'ils ne s'entendent pas du tout. Et ils vont s'opposer de manière tellement violente que Lemel va donner sa démission vers 1930. Et à ce moment-là, vous avez plus personne à la tête de la fédération, plus personne qui veut reprendre la main. Et les dissensions internes entre les herboristes vont faire que déjà vont affaiblir le système. La deuxième chose qui affaiblit le système, ce sont les femmes. Les femmes en France ne se sont pas investies dans le syndicalisme. Si vous regardez qui étaient les syndicalistes, c'est que des mecs. C'est que des gars qui tiennent et les syndicats, et la fédération, et les congrès, et etc., etc. Les femmes sont oubliées là-dedans, alors qu'elles représentaient la majeure partie des herboristes. Et donc ça, évidemment, ça va affaiblir l'herboristerie. Et en 1939, la fédération est mise en berne, parce qu'il n'y a plus d'herboristes, ils sont tous sur le front, ils sont tous partis. Il n'y a plus d'herboristes pour payer, d'abord, il faut de l'argent, et pour maintenir le système, envoyer les revues, etc. Donc tout est mis en berne, et en 1941, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, sous Vichy, loi du 11 septembre 1941 qui supprime le certificat d'herboriste. Vous noterez d'ailleurs que la loi dit il ne sera plus délivré d'inscription pour le diplôme d'herboriste. Il n'y a jamais eu de diplôme, c'était un certificat. Ce qui montre bien comment le législateur connaissait le contexte. Et c'est l'une des rares lois qui ne sera jamais supprimée, bien que prise sous Vichy. Mais c'est aussi l'une des lois qui définit le médicament. Et qui, en fait, permet l'essor de l'industrie pharmaceutique. Et ça va faire que les herboristes, au retour de la guerre, ils vont se battre. Ils vont se dire, bon, on veut de nouveau une proposition de loi, on veut être établi. Alors ils vont penser à faire un partenariat avec les préparateurs en pharmacie. Ils vont faire un partenariat avec les herboristes, épiciers herboristes d'Alsace, etc. Ça ne va pas marcher. Aucune proposition de loi ne marche. Et dans les années 1960 à peu près, même un peu avant, ce sont eux qui ont abandonné le navire. Parce que le gros problème de cette loi-là, c'est que vous ne pouvez plus vendre votre fonds de commerce pour assurer vos vieux jours. Vous ne pouvez plus le transmettre. Le métier n'existe plus. Donc les herboristes d'eux-mêmes vont changer de métier ou vont vendre l'herboristerie tant qu'il y a quelqu'un pour racheter. Et donc là, on va avoir une perte de l'herboristerie qui va être extrêmement rapide. Et puis, jusque dans les années 70-80, on va avoir un renouveau d'intérêt pour l'herboristerie dans un contexte où on s'interroge sur l'environnement, on s'interroge sur le médicament chimique. Et là, on va avoir un éclairage médiatique sur les fameux derniers herboristes, Marie-Antoinette Mulot, par exemple, que vous connaissez, et qui vont avoir l'idée qu'il faut absolument préserver ce qui est en train de se détruire. Il n'y a plus de certifiés. Donc, ils vont écrire, comme Suzanne Robert, etc., etc. Et vous allez avoir aussi les premières écoles d'herboristerie, écoles officieuses, bien sûr. Il n'y a plus de certificats, mais les trois grandes premières écoles, l'ARH, l'Association pour le renouveau de l'herboristerie, l'école lyonnaise des plantes médicinales, l'école des plantes de Paris, qui vont essayer vraiment de sauvegarder ces savoirs. Et on va avoir, à partir de là, des mouvements pour essayer de garder et de conserver ces savoirs dans un contexte très compliqué, puisqu'il n'y a plus de certificats, ce qui entraîne législativement parlant, et je pense que Vladimir vous en parlera, quelques complications, on va dire, pour exercer. C'est très compliqué d'exercer légalement aujourd'hui l'herboristerie. Ce qu'a fait le certificat, c'est qu'il a aussi, la suppression du certificat, c'est qu'il a amené les herboristes à se redéfinir. Tant qu'il y avait un certificat, la définition de l'herboriste était simple. L'herboriste, c'est celui qui a un certificat. Maintenant qu'il n'y en a plus, qui sont les herboristes ? Et il est clair que la situation a changé, et pour ma part, je pense que l'herboristerie d'aujourd'hui n'est plus une question simplement de vendre des plantes, mais je reprendrai à la fois un peu ce qu'a dit Patrice en parlant d'amour, ce qu'a dit mon prédécesseur en parlant d'odeur, etc. Pour moi, ce qui est au cœur de l'herboristerie d'aujourd'hui, c'est d'abord la relation plante-corps, c'est quel corps, quelle relation à la plante et la relation herboriste-plante. Quand vous regardez les gens autour de l'herboristerie qui travaillent l'herboristerie d'aujourd'hui, ils respectent la plante. Ils ont une relation qui est une mise, ce que je trouve génial, c'est une mise en corps de la plante. Ça, on sent, on touche, on goûte,
on prend, on presse, on écoute, on s'approprie la plante. Et aujourd'hui, l'herboristerie soulève des questions qui sont au-delà des questions d'environnement. On n'est pas que là pour soigner, on soigne parce que plus globalement on pose le soin dans l'environnement et la nature. Voilà, donc j'espère avoir respecté mon temps de parole et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça.